Donc, bonjour, nous abordons aujourd'hui l'avant-dernier cours de cette année. La semaine dernière, nous avons brièvement survolé les poèmes chinois de Dogen dans toute leur richesse et avec cette saveur zen et chan qui est immédiatement perceptible à tout lecteur. Et cette semaine, comme promis, comme l'indique le titre, les poèmes japonais de Dogen, nous revenons au petit recueil d'une soixantaine de poèmes japonais classiques, de waka donc, le Sanshō Doe, ou poème sur la voie composé au temple Sanshō, qui était le nom du site où s'est trouvé après le Heiji. Et nous avons déjà remarqué que ce recueil est fort tardif, puisqu'il a été compilé au milieu du XVIIIe siècle, oui, en 1747, plus exactement. Et ce qui fait que l'authenticité de tous les poèmes ne peut être assurée, bien qu'il y en ait beaucoup qui soient attestés par ailleurs dans un autre texte que je vous présente tout de suite. Mais il n'empêche que la plupart de ces poèmes sont très cohérents avec l'œuvre de Dogen et qui nous intéressent de ce fait dans la mesure où ils sont l'expression poétique japonaise d'une pensée qui s'était aussi énoncée en prose par ailleurs. Quoique ces poèmes soient datés de 1245 à 1253, nous avons vu que, donc c'est la période où Dogen était bien sûr au Heiji, nous avons vu que la petite suite de 5 pièces lotusiennes, donc faites sur le Sutra du Lotus, que nous avons vu il y a quelques cours de cela, spécialement lorsque j'ai examiné les liens décrit plutôt brièvement les liens de Dogen avec le Sutra du Lotus, nous avons vu que ces 5 pièces donc, devaient être probablement antérieures et remonter à la toute jeunesse de Dogen. Et il est tout à fait possible de recycler des poèmes comme ça s'est toujours fait au Japon et encore maintenant. Donc il se peut que ces poèmes aient été repris dans un contexte plus tardif par Dogen, mais qu'ils aient été composés plus tôt, ou bien même qu'il les ait légèrement remaniés. De toute façon, ça ne veut pas dire que, parce que ce sont des poèmes lotusiens, ils sont de prime jeunesse, puisque nous avons vu que dans les poèmes chinois de Dogen, sa foi en le Sutra du Lotus s'est aussi manifestée dans des vers chinois, même de façon assez surprenante, puisque nous l'avons trouvé associé au zazen. C'est donc, mais ce qui nous avait plutôt fait penser que les poèmes waka, les poèmes japonais de Dogen étaient anciens, c'est la prépondérance des doctrines Tendai spécifiquement énoncées dedans. Alors, l'une des difficultés qui se pose au lecteur de ce recueil, le Sanshō Doe, est de décider à qui en revient l'organisation. Nous voyons clairement qu'il y a eu une intentionnalité dans l'ordonnancement des poèmes qui est due probablement au compilateur, le compilateur étant un moine du Soto du nom de Menzan Zuibo, n'est-ce pas, qui a été l'artisan du renouveau de l'école Soto au XVIIIe siècle. Vous voyez qu'il est mort en 1769. Le recueil est daté de 1747. Il se fonde aussi. Alors, évidemment, Menzan Zuibo a dû avoir une action dans le classement des poèmes, mais comme vous le verrez aujourd'hui, il y a quelques poèmes qui sont déjà naturellement classés en fonction des circonstances historiques de leur composition. Mais il y a effectivement une sorte de comme toujours, une sorte de narration poétique. Je reviendrai là-dessus, n'est-ce pas ? Les poèmes dans une collection ne sont pas mis au hasard, vous en doutez bien, même lorsqu'il n'y a pas la classification explicite des recueils poétiques japonais, commençant par les 4 saisons, les poèmes d'amour, etc., n'est-ce pas ? Ce n'est pas le cas ici, mais il y a quand même des séries dedans.
Et puis l'autre difficulté qui se pose au lecteur, c'est que ces poèmes se retrouvent en grande partie dans le Kenzei-eki, les notes de Kenzei, donc ce qui est l'œuvre du 14e abbé du Heiji, de l'Heiji, du 15e siècle, donc. Et vous avez aussi des notes, vous avez aussi les poèmes qui sont dedans, avec des variantes parfois significatives. Il va falloir choisir avec un dilemme que je vous expliquerai en cours de route. Il semble en tout cas préférable pour aborder ce recueil, et si nous voulons conserver quelque chose du sens de l'ordonnancement, d'essayer au moins par pans discrets, n'est-ce pas, de suivre selon leur ordre les poèmes qui relèvent d'une série particulière. Nous avons vu les 5 poèmes loctusiens il y a quelques cours qui formaient un tout. Nous avons dans le Sanshō Doé aussi une série de trentaine de poèmes de waka qui sont consacrés à la vie érémitique, la vie en solitaire, la vie dans la cabane, n'est-ce pas, Kusano Iyori, la hutte de paille, que nous n'allons malheureusement pas voir du tout aujourd'hui, mais il y a ce genre de choses. C'est en tant que série qu'il faut aborder ces poèmes pour essayer d'avoir une idée de ce que fait Dogen. Et de toute façon, il est indispensable de suivre la linéarité du recueil, puisque nous voyons tout de suite, dès le premier poème, quelque chose, une pièce qui semble bien être un morceau d'ouverture en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs avec des divergences significatives, je vais vous le dire tout de suite, mais vous voyez que ces poèmes, alors malheureusement ce n'est pas tout le temps le cas, et ça on ne peut que le regretter, quelques-uns sont accompagnés d'un kotobagaki, d'une notice donc qui nous explique des choses précieuses, n'est-ce pas? Comme vous voyez ici, Kangen Sannen Kugatsu 25 nichi, Hatsuyuki no Hitosaka Bakari Ishaku, n'est-ce pas qu'on lit plutôt Hitosaka Bakari Furikeru Toki. Donc c'est au 9e mois au 9e mois de la 3e année de l'ère Kangen, c'est celle donc qui correspond à 1245, alors que la première neige était tombée en s'amoncelant sur un pied, ce qui aurait créé quelques embouteillages dans Paris. Et voici le morceau la pièce que Dogen fait à ce sujet et qui est très, très intéressante, et que nous devons prendre vraiment comme une pièce d'ouverture. Alors, Nagatsuki no momiji no ue ni yuki furinu miru hito tareka koto no ha no naki. Il y a une variante que je n'ai pas notée ici. Miru hito tareka uta o yomazaran. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Je vous le traduis tant bien que mal. À chaque fois, ce sont des traductions qui visent à travailler sur le poème, n'est-ce pas? Il n'y a pas de prétention poétique. Au 9e mois, Nagatsuki, le mois long, le mois de la longueur, c'est Kugatsu, n'est-ce pas? Nagatsuki. Au 9e mois, sur les érables est tombée la neige. Qui donc de ceux qui la contemplent, Mirushito, serait dépourvu de paroles? Koto no ha no naki. Tareka, avec le kakari musubi, n'est-ce pas? Tareka, donc naki au lieu de nashi, vous connaissez tout cela. Et la variante du Kenzei-ki, donc qui est en principe plus ancienne, mieux attestée, mais est Tareka uta o yomazaran, qui ne composerait un poème. Donc, sous le prétexte de la neige qui s'est accumulée sur un pied d'épaisseur, ce poème chante la nécessité du poème. La variante du Kenzei-ki le dit plus explicitement, qui ne composerait un poème.
Il est difficile de faire un choix entre les deux variantes. Celle avec uta, qui ne composerait un poème, introduirait peut-être de façon plus explicite un recueil de poèmes, mais l'image de Kotonoha est évidemment plus riche. La neige recouvre tout d'un épais manteau, mais les feuilles des mots, Kotonoha, n'est-ce pas, il a développé Kotoba, enfin tout ça vous le connaissez, n'est-ce pas, Kotoba, donc le terme habituel pour feuille en Kotonoha, le terme habituel pour parole en Kotonoha, les feuilles de parole. Donc les feuilles des mots émergeraient en quelque sorte de cette chape de silence, un peu comme la végétation par-dessus la neige. Ça nous donne une image tout à fait différente de Utario Mazaran, qui est vraiment... qui ne composerait un poème, n'est-ce pas, ça nous fait penser à Tintin. Regardez ces fleurs, on croirait qu'elles vont rire. Enfin, du point de vue directement pour l'impression sur le lecteur, évidemment, la variante Kotonoha no Naki est plus intéressante. Alors, on peut voir au minimum la variante justement du Sanshō Doé comme une tentative d'améliorer la première version, ou d'ailleurs, que ce soit, ça peut être Dogen lui-même, vous vous souvenez, enfin, non, nous n'avons jamais vu ça, mais les poèmes de Jien, nous avons plusieurs versions d'un même poème, parfois jusqu'à 3 versions, dont il est manifeste qu'il en avait rejeté 2, mais que son compilateur plus tardif, Song-en, avait tout gardé, alors que Jien lui-même, s'il avait eu le temps de trier ses papiers, aurait éliminé deux poèmes pour ne garder que le plus représentatif. Mais malgré tout, il est à peine besoin d'insister sur l'importance de cette variante, quel qu'en puisse être l'auteur. Ne serait-ce tout d'abord que parce qu'elle nous montre concrètement l'équivalence pour les poètes japonais et pour les moines poètes tout particulièrement, qu'il s'agisse de Dogen, de Menzan Zuibo, le compilateur, ou de tout autre intermédiaire entre les deux, entre le XIIIe et le XVe siècle, l'équivalence des deux mots uta et kotoba, poème et parole. On le voit bien ici, c'est vraiment dans le même contexte, c'est un choix entre les deux. Et c'est en référence directe avec ce que nous disait Jien, vous vous en souvenez, et c'est un texte sur lequel M. Ishikawa est revenu, n'est-ce pas? Il parlait des poèmes, des uta, comme des actes de langue kotowaza du Japon. Il y a vraiment, le poème est le langage par excellence pour le Japon. Et le syntagme qui ne composerait des poèmes devient presque naturellement qui serait dépourvu de paroles ou de langage pour faire ces poèmes. On comprend sans peine qu'outre le côté plus prosaïque de la variante Utario Mazaran, alors, est-ce que ça veut dire que ce serait le vers originel? Il était moins bon, donc c'était le premier, qui implorait presque qu'on le change, n'est-ce pas? S'il y a réellement ici intervention du compilateur, elle s'expliquerait plus encore par le côté programmatique de l'expression kotoba, kotonoha. Non seulement pour le recueil de waka qui nous intéresse aujourd'hui, mais, et ceci s'expliquerait d'autant mieux par le recul de 5 siècles qu'a Menzan Zuibo, le compilateur, sur l'œuvre et l'héritage de Dogen, pour l'ensemble même de la démarche du maître telle que nous avons pu la suivre jusqu'à maintenant. Menzan Zuibo aurait pensé que pour ouvrir un recueil de Dogen, kotonoha, kotoba, la parole, s'appliquait plus spécialement. Car il est hors de doute, et j'espère que ceux qui ont suivi ce cours en sont à présent convaincus, que c'est par la parole, voire le verbe, bien plus que par la méditation assise, que Dogen tente de cerner le cœur de la voie bouddhique. Et c'est bel et bien ce kotoba qui est l'énoncé de son propos. Quoi qu'il puisse en être, il n'est pas fortuit que kotoba soit à la place principale, le dernier mot du premier poème qui ouvre l'unique recueil de waka de Dogen. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Et si je puis me permettre un aparté, pour des raisons liées à la préparation du colloque de rentrée du Collège de France, qui portera sur langue et science, langage et pensée, je relisais le fameux dialogue de Heidegger, n'est-ce pas, qui est traduit en français par « d'un entretien de la parole entre un japonais et un qui demande », n'est-ce pas, ein Fragender. Vous connaissez peut-être ce dialogue qui est très célèbre dans l'histoire de la philosophie. C'est un dialogue entre Heidegger et un
un spécialiste japonais de la littérature allemande et de Hölderlin en particulier, ce qui explique l'intérêt qu'il avait à rencontrer Heidegger, qui a aussi écrit sur Hölderlin. Il s'agit de Tezuka Tomio, bon, un élève de Kuki Shuzo. Et ce dialogue a été d'une part rédigé par Heidegger dans son optique, bien sûr, et nous avons la chance d'avoir aussi la version de Tezuka. Et malgré ce que l'on en dit, la version japonaise de Tezuka, qui a été traduite en français il y a quelque temps par, je crois quelqu'un qui s'appelle Bernard Stevens, malgré ce qu'on en dit, ce n'est pas foncièrement, les deux versions ne sont pas si différentes que cela, et surtout, elles se rejoignent sur un point très important, et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, l'un des, disons, hauts lieux du dialogue, qui est assez exaspérant lorsqu'on lit la version heideggerienne, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il joue au japonais. En fait, il veut être encore plus moine japonais qu'un japonais. Mais le côté intéressant, c'est que pendant quelque temps, la conversation roule sur kotoba, justement. Il demande, comme on dit, langue, parole, enfin je ne reviens pas sur l'importance que c'est dans la pensée de Heidegger au Japon. Tezuka lui donne tout naturellement, il n'essaye pas de donner le mot savant gengo, n'est-ce pas, ou bien tout ce que vous voulez, enfin, mais non, il dit kotoba, qui est la chose la plus immédiate, et Heidegger est au délice, n'est-ce pas, de découvrir l'étymologie qu'on lui donne. Surtout que Tezuka insiste sur les deux sens de koto dans kotoba, qui veut dire à la fois il n'y a pas là-dessus, j'en parlerai en octobre, n'est-ce pas, à la fois la parole et la chose, n'est-ce pas, et sans compter même et éventuellement quelque chose, une catégorie comme le numineux, n'est-ce pas, ce qui a à faire avec l'au-delà. Alors, vous voyez que je n'invente rien en donnant un sens, une importance particulière dans l'histoire de la culture japonaise à ce terme de kotoba, et que le recueil, donc plus tardif, du Sanshō Doé commence par le premier poème commence par ce terme, le premier poème finit par ce terme, qui donc en donne a une place particulièrement importante et est tout à fait significatif. Donc, après ce poème si magistralement inaugural, et dont on retrouvera bien sûr l'écho dans le poème sur la face originelle que nous allons voir dans un instant, le recueil se poursuit par une série de 10 poèmes qui concernent tous des aspects, donc directement, n'est-ce pas, qui concernent tous des aspects fondamentaux de la doctrine du zen, et dont ces aspects, n'est-ce pas, nous avons déjà vu la plupart. Il est d'autant plus intéressant d'examiner la façon dont Dogen les traite dans la forme poétique japonaise qu'il a choisie ici, parce que n'oublions pas que le compilateur a recueilli ces poèmes sous le nom de Sanshō Doé. Doé signifie littéralement « et », c'est le caractère yomu que nous avions éventuellement en variante ici, tareka uta o yomazaran, c'est-à-dire composer, les compositions poétiques, les poèmes, donc « et » veut dire poème, et « do » c'est michi, bien sûr, donc ce sont les poèmes de la voix bouddhique. Et il s'agit entièrement, selon tous les critères que l'on voudra y appliquer, n'est-ce pas, de shakkyoka. Ce sont des poèmes japonais à thème bouddhique, une catégorie sur laquelle je me suis suffisamment longtemps étendu pour que je n'ai pas à revenir dessus. C'est évident que ce sont des shakkyoka parce que le thème est bouddhique, parce que vous avez parfois, comme nous allons le voir, des thèmes, soit des dai imposés qui nous précisent bien sous quelle lumière il faut lire ce poème. Ce sont des shakkyoka. Et enfin, si je puis apporter une circonstance extérieure, ce poème est contenu dans le Shakkyoka Taisen, soit la grande compilation déjà assez ancienne qui date d'avant la guerre, la première grande compilation des poèmes bouddhiques japonais qui avait été
qui avait été faite, qui avait créé une petite révolution à l'époque, et le Sanshō Doé est dedans. Donc, ce sont bien des Shakkyoka, et c'est en tant que Shakkyoka donc, que nous allons les examiner, et ce qui nous explique que le rapport entre le bouddhisme et la langue est tout à fait prépondérant. Donc, dans les poèmes numérotés de 2 à 11 dans ce recueil, est présentée une petite série dont nous allons voir 10 poèmes seulement, sur 9 même sur les 10, mais bon, je vous donnerai ceux qui sont qui sont le plus cohérents dans la liste, et qui sont présentés par le Kotobagaki. Oui, je voulais vous dire, enfin je n'ai pas cité. La première citation que je donne ici, c'est, vous vous souvenez, Naozari ni kono gondan o tokukoto nakare. C'est l'un des vers de Dogen qui se trouve dans le poème chinois que nous avons vu la semaine dernière, et j'avais attiré votre attention sur le fait que ce gondan, si on le lisait on peut dire plutôt Gontan, mais enfin, Gondan si on le lit en lecture Gohon parfaitement, lu en japonais, en lecture kun japonaise, en lecture explicative, ça serait Kotoba, Kotonoha, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même dans la version chinoise de ces poèmes, Dogen arrive à insérer le mot Kotoba, le mot japonais Kotoba. Ça peut se comprendre aussi en chinois, je vous l'ai peut-être déjà dit, n'est-ce pas? Gondan signifie l'extrémité d'un mot, le début d'un mot qui va provoquer quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait en contexte, mais il y a derrière en même temps le mot Kotoba. Et vous voyez il y a ici, dans la petite série de 10 poèmes, est précédée d'un Kotobagaki, d'une notice, donc Hoji Gannen, n'est-ce pas, Soshu Kamakura ni imashite, Saimyoji do Suzemmon no koi ni yorite, Yomitamo Utama ikeru, il y a une petite erreur ici, Yomitama ikeru Uta, ou bien Dae, le Jishu. Donc, la première année de Hoji, qui correspond à 1247, on a la chance sur la demande du supérieur du Saimyoji. Bon, je n'insiste pas sur ce temple, mais je peux insister sur la personne qui est ici. Sur la personne du supérieur en question, ce n'est pas n'importe qui, c'est Hojo no Tokiyori, n'est-ce pas? C'est-à-dire celui qui va devenir, à partir de 1252, nous sommes en 1247, en 1252, il va devenir le 5e régent, le Shikken, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'équivalent du shogun de Kamakura. C'est un personnage tout à fait qui attendait son heure à l'époque, mais il avait des contacts donc avec Dogen, et vous voyez que cette série est imposée, c'est une série imposée, comme ça c'est souvent, c'est pour ça que ça s'appelle Dae, n'est-ce pas? Une composition sur un thème. Dae ne veut pas dire une composition ayant un titre, mais une composition sur un thème, donc un thème extérieur. Hojo no Tokiyori est mort très tôt, n'est-ce pas? 1227-1263, il est mort à 30 et quelques années, et il avait 20 ans à l'époque. Il avait une fonction une prélature en quelque sorte. Il connaissait suffisamment de zen pour imposer ce thème à Dogen. Donc, voici la série. Alors, évidemment, ce n'est pas si facile que ça. Je vous demanderai un peu d'attention pour certains. Certains sont très faciles. Le premier, en particulier, n'est pas des plus aisés à comprendre. Et le premier thème, donc correspond, c'est le premier de la série et c'est le deuxième poème du recueil, est bien sûr Kyoge Betsuden. Kyoge Betsuden, que nous avons ici, littéralement une transmission à part de
une transmission séparée en dehors de l'enseignement, sous-entendu l'enseignement scripturaire, l'enseignement des sutras. C'est toujours ainsi que c'est compris dans le zen, n'est-ce pas? Sinon, si vous aviez une transmission à part en dehors de l'enseignement qui était l'enseignement du maître, ça ne voudrait plus rien dire. Donc il faut vraiment comprendre l'enseignement scripturaire. Et nous avons ce Araiso no Namimo e Yosenu Takaiwa ni Kaki mo tsukubeki Nori naraba koso. Alors, je vous donne une première traduction littérale. Sur ces hauts rochers, Takaiwa, où n'accèdent point les vagues du rivage escarpé, naraba koso, c'est bien grâce aux... Alors, Nori naraba koso, c'est bien grâce aux algues Kaki mo tsukubeki, que peuvent s'agripper les huîtres. J'espère que c'est bien grâce aux vagues que peuvent s'agripper donc sur le Takaiwa les huîtres. Je ne peux garantir l'authenticité ostréicole de cette traduction, et j'en demande pardon à ceux qui s'y connaissent, mais nous découvrons ici avec ravissement toute une série de jeux de mots qui, ici encore, mais vous allez voir de quelle façon c'est rétabli, ces jeux de mots semblent défaire le sens manifeste de la citation qui sert de thème. À première vue, c'est l'inverse. Les vagues, nami, namimo eyosenu, c'est le synonyme de nami no shito, nami no shito, c'est-à-dire le tout venant, les gens ordinaires, nami no shito. Le haut rocher auquel le vulgaire ne peut accéder, c'est la loi bouddhique en sa perfection, n'est-ce pas? C'est Nori, bien sûr, qui peut désigner une espèce d'algue, dont je vous épargnerai le nom scientifique, est homophone de Nori, la loi bouddhique, Minori, l'auguste loi. Et en plus, c'est le déverbal du verbe noru, n'est-ce pas? C'est-à-dire Nori, donc le véhicule, le grand véhicule. Et enfin, pour garder une image poétique, je pourrais dire la cerise sur le gâteau, c'est cette horrible expression qui fait florès en ce moment, enfin depuis quelques années déjà. Enfin, nous avons les huîtres sur le rocher, Kaki mo tsukubeki, les huîtres qui peuvent s'accrocher à ce rocher, qui est bien sûr, vous trouvez dedans, Kakitsuku, c'est-à-dire noté par écrit, mettre par écrit. Kaki, l'huître, Kaki, le déverbal de kaku, écrire. Ce qui fait que Kaki mo tsukubeki nori, les algues où peuvent aussi s'accrocher les huîtres, peut et doit s'entendre comme la loi qui doit ou peut se mettre par écrit. La locution arabakoso est un renforcement du complément de cause, avec la conclusion sous-entendue. Sous-entendue, vous allez voir après, la conclusion est sous-entendue, mais pas si sous-entendu ça. Donc quelque chose comme que l'on peut comprendre la loi ou que l'on peut arriver à l'éveil, ce serait la conclusion. C'est grâce aux huîtres, c'est-à-dire à l'écriture, que l'on peut arriver à l'éveil. C'est une fois que l'on a élucidé ce jeu de mots, ils sont élémentaires, n'est-ce pas, dans la poésie japonaise, ce n'est pas un débordement d'imagination de ma part, que l'on doit se demander ce que Dogen veut réellement dire. Si nous comprenons correctement, en effet, cette avalanche de jeux de mots, nous avons tout d'abord une vignette très évocatrice d'un paysage marin battu par les flots qui ne sont pas paisibles, au-dessus desquels des huîtres ont pu s'installer grâce à des algues qui leur tiennent lieu de support. Or, tous les doubles sens, à moins que vous n'ayez d'autres interprétations, mènent bien à l'affirmation selon laquelle la loi ayant pu être mise par écrit, ce qui était inaccessible pour le commun des mortels l'est à présent devenu. Il s'agit vraiment d'un paradoxe auquel nous devrions être habitués avec Dogen, et on pourrait dire cela, mais les choses ne s'arrêtent peut-être pas là. En effet, le second poème de cette série que je pourrais appeler la décurie régentielle, n'est-ce pas, les 10 poèmes imposés par le régent, numéro 3 du recueil, donc, c'est le deuxième poème de la série et le troisième du recueil, se place sous l'autre maxime
Sous le signe de l'autre maxime prépondérante du zen, et l'une, Kyoge Betsuden n'allant guère sans l'autre, vous le savez tous, n'est-ce pas, c'est Furyu Monji. Furyu Monji, on n'établit pas d'écriture. Nul n'ignore qu'il s'agit de l'épisode de la fleur brandie Ishinohana, n'est-ce pas, Ishike, par le Bouddha devant au Nanjite, par le Bouddha devant Mahakashapa, et donc du passage de l'essentiel, du passage qui concerne la justification de l'essentiel de la loi correcte, le Shobo Genzo. C'est ce que veut dire le titre. Le poème de Dogen se laissera donc peut-être traduire ainsi. Isteshi sono koto no ha. Isteshi sono koto no ha no. Hoka nareba. Alors, hoka nareba, il faut dire ça. Fude ni mo ato o todome zarikeri. On pourra donc le traduire ainsi. Puisque c'est en dehors de ces paroles jetées au passage, le pinceau non plus leur trace de ces paroles n'aura pu garder. Comparé au poème précédent, celui-ci est beaucoup moins complexe dans son organisation. On n'y trouve pas la succession de calembours de tout à l'heure. On peut même dire que ce poème est un shakkyoka, un poème japonais à thème bouddhique, tout à fait honnête, dans la mesure où la dernière partie, le shimonoku, n'est-ce pas, les deux derniers vers de cette syllabe, constitue bien une manière de lecture japonaise de l'expression chinoise Furyu Moji. Vous voyez, Furyu c'est Todomezu, Moji c'est Fude no Ato. Donc vous avez vraiment une transposition auquel nous avons été habitués dès la première année de cours, n'est-ce pas, de la lettre du sutra ou de la lettre de la citation chinoise transposée de façon camouflée, mais en même temps directe. D'ailleurs, ce qui, par parenthèse, nous donne un sujet japonais tout à fait satisfaisant à la locution chinoise Furyu Moji, parce que qui n'établit pas d'écriture dans la citation chinoise? On ne le sait pas, on traduit en général par on n'établit pas, n'est-ce pas? Mais ici, c'est facile, c'est le pinceau qui n'établit pas. Donc, alors, revenons un peu sur la succession des mots, n'est-ce pas? Le verbe isutsu qui ouvre ce poème est très usuel en japonais et il signifie prononcer une phrase et partir sans laisser en japonais moderne, isuteru, n'est-ce pas? Partir sans laisser à l'interlocuteur le temps de répondre par une injure, une plaisanterie ou ce que vous voulez, un mot d'esprit. C'est souvent une phrase peu amène d'ailleurs. Mais l'important est le fait que la scène qui est donnée à l'imagination par l'emploi de ce verbe est donc la représentation de quelqu'un qui parle et brusquement s'en va. Dans ce contexte, il ne peut s'agir ici que du Bouddha dont l'enseignement, et singulièrement la dernière et suprême partie de sa doctrine, fut dispensé à l'extrême soir de sa vie. Là aussi c'est important puisqu'il nous verra après. Donc plus longuement pour le Sutra du Lotus, qui a pris plusieurs années, et une seule soirée pour le Sutra du Nirvana. C'est le Isutsu, c'est ça. Il est parti sur ce dernier sutra. En traduisant par jeter au passage, comme je l'ai fait ici, le passage étant bien sûr celui de l'extinction, le passage dans l'extinction, on peut espérer rendre une partie du sens de la locution japonaise. Mais l'important est, on l'aura sans doute compris, est l'expression koto no ha no hoka nareba. En dehors, puisque c'est en dehors des paroles, des paroles qui ont été jetées au passage. Tout d'abord, attirons l'attention sur koto no ha. Nous voyons que le fait que ce mot ait été replacé dans le premier poème placé ou replacé, n'est-ce pas, dans le premier poème du recueil, ne peut être le fait du hasard de la transmission culturelle. C'est bien sous le signe de la transmission textuelle, pardon. C'est bien sous le signe de la parole qu'est l'ensemble du recueil, et c'est bien sûr ici celle du Bouddha lui-même. Une fois ces points éclaircis, nous pouvons être plus précis dans notre traduction de la première partie du poème, puisqu'il s'agit, entre parenthèses, d'une doctrine en dehors des paroles qu'il a laissées à son passage. Le pinceau n'aura pu en garder la trace. Comme le mot hoka
qui correspond au caractère chinois ge, n'est-ce pas, de kyo ge betsuden, en dehors de l'enseignement scripturaire. Comme ce mot donc de Hoka nous y invite, de façon irrémédiable, il nous faut voir dans ce Kaminoku, la première partie du poème, la reprise de l'expression chinoise Kyoge Betsuden, avec laquelle elle se superpose parfaitement. Donc nous avons ici, en réalité, dans ce second poème, nous avons Kyoge Betsuden dans la première partie, Furyumoji dans la seconde partie. Ce qui fait que ce second poème de la Décurie reprend en réalité les deux expressions. Ce fait objectif nous amène à revoir plus attentivement le lien entre les deux poèmes. On se rappellera peut-être, du moins les plus anciens, comment j'avais évoqué lors de la première année de ces cours consacrés à Son Yen, la nécessité d'être attentif à la façon dont les citations chinoises sur lesquelles étaient composés les poèmes japonais s'enchaînaient à l'intérieur même du recueil poétique japonais, indépendamment de leur contexte d'origine, pour former souvent une suite cohérente, une nouvelle phrase, un surtexte et un sous-texte, n'est-ce pas? C'est exactement ce que nous avons ici. Si on lit et lit, n'est-ce pas, L-I-E et L-I-T, ensemble, Kyoge Betsuden Furyumoji, nous obtenons la phrase « La transmission séparée en dehors de l'enseignement scripturaire ne s'établit pas sur l'écriture ou n'établit pas d'écriture ». Il est donc clair que Dogen comprend ici les deux expressions de 4 lettres comme une seule proposition. Disons plutôt qu'il choisit de le comprendre ainsi, et que le premier poème japonais ne fait que poser la première partie de son affirmation. Si l'on comprend ainsi l'enchaînement des deux poèmes, il n'y a alors plus aucune contradiction entre le sens de la citation et le développement japonais qu'en a fait Dogen, puisque c'est dans le second poème, avec le mot central Hoka-ge, que va s'opérer la rupture. Dogen arrive ainsi à la prouesse de faire l'éloge de la loi bouddhique consignée dans les sutras, elle qui permet de s'élever haut au-dessus des flots de l'ignorance vulgaire, tout en soulignant l'existence d'une autre transmission. On voit ainsi que sa haute appréciation du Sutra du Lotus n'est aucunement contredite par ces maximes zen qui sembleraient a priori ôter toute légitimité aux Écritures. C'était certainement le cas, dans une certaine mesure, dans le Chan chinois, mais cela, ainsi que nous l'avons vu et revu, autant dans l'expression poétique japonaise de Dogen que dans ses sermons et jusque dans sa poésie chinoise, celle qui se voudrait le plus Chan, n'est-ce pas, en chinois, il semble que notre religieux japonais n'ait jamais pu se résoudre à cette rupture. Et cette idée est assurément renforcée par la présence substantielle, pour ainsi dire, consubstantielle, du mot kotoba sous sa forme poétique de kotonoha. Au Moyen-Âge, comme maintenant, il faut rappeler que ce terme est aussi pratiquement synonyme de langue japonaise. C'est la substance même de la poésie japonaise. Et l'on ne sera pas surpris de le voir marquer, de voir ce terme marquer le recueil, en apparaissant ainsi 2 fois au début et encore vers la fin, au poème 54. C'est véritablement la marque de légitimité de l'activité poétique bouddhique en langue japonaise et aussi le point de contact entre cette poésie et le Sutra du Lotus, puisque les Shakkyoka expriment en particulier et le plus généralement le Sutra du Lotus. Les 2 poèmes suivants vont aussi en pair et célèbrent 2 locutions qui nous sont à présent familières aussi, les plus emblématiques peut-être de l'œuvre de Dogen, avec celle que nous venons de voir, et bien sûr l'énigmatique Shinjin Datsuraku. J'ai oublié de le dire, peut-être y reviendrai. Dans Is Teshi, vous avez le Tsu que l'on trouve dans Datsuraku, n'est-ce pas? Steru, comme vous vous souvenez, c'est Mito Kokoro Steru. C'est souvent traduit comme cela par les Japonais, en particulier par Keizan dans la série que nous avions lue au début de Denko-roku, n'est-ce pas, la transmission de la lumière, un autre terme qui va revenir. Donc c'est un terme très important. Il n'est pas donné comme tel dans ce recueil. Ce qui est important aussi, ça veut dire qu'il est peut-être partout. Donc, comme nous l'avons vu, ces 2 citations que nous allons avoir ici, d'abord Shobo Genzo, bien sûr, et ensuite, je
je n'ai pas mis le Nihon Myoshin, n'est-ce pas? C'est-à-dire la pensée subtile du nirvana. Ce sont deux termes de 4 caractères qui font pair. Alors, c'est une citation qui est réputée canonique, mais le sutra dont elle provient, que je vous donne ici en premier paragraphe, n'est-ce pas, qui est le sutra de la résolution des doutes du roi divin Brahma interrogeant le Bouddha, le Daibon Tenno Monbutsu Ketsugikyo, est plus que certainement un apocryphe composé en Chine. Et c'est là que nous avons évidemment la célèbre scène de la présentation de la fleur, n'est-ce pas, Nen Ishige, par le Bouddha à Mahakasyapa. Alors, voyons tout d'abord le premier poème, donc intitulé Shobo Genzo, qui nous donne, qui est intitulé, donc, dont on pourrait que je traduirai ici, le réceptacle oculaire de la loi correcte. Le gen, c'est le réceptacle de l'œil, mais c'est en même temps ici comme un adjectif, n'est-ce pas? Il est aussi important. Je vous avais proposé de penser plutôt à la pupille, c'est-à-dire le terme. Vous savez qu'un des grands textes hermétiques de la Grèce antique, c'est la choré cosmou, n'est-ce pas, qu'on traduisait autrefois par la fille. La fille de l'univers, mais ça veut dire en réalité, choré en grec veut dire justement la pupille, c'est la petite silhouette que l'on voit au fond de l'œil. Donc nous avons presque manako, c'est aussi pareil, mais noko, c'est le petit enfant que l'on voit au fond de l'œil. Donc on peut le traduire comme un adjectif ici. Alors voici le poème, n'est-ce pas? Nami mo hiki, kazemo tsunaganu, Steobune. Tsukikoso yaoa no sakari narikere. Vous avez une version qui est une variante du Kenzeiki qui est vous avez encore Tsukikoso yaoa no sakai narikeri, ce qui est très bizarre parce que ça fait une faute de grammaire. Donc on peut négliger cette variante sakai, la limite au lieu de sakari, en raison de la faute de grammaire. C'est-à-dire que le kakari musumi n'est pas donné. Ça devrait être au moins sakai narikere, comme ici, mais c'est narikeri. Alors ça jette un peu de soupçon. Enfin, voici comment je vais traduire ce poème aussi, qui est assez délicat. Vague retirée, le vent aussi l'a délaissée, la barque abandonnée. La lune, elle, en la minuit, est à son zénith. Sakari narikeri, elle est au plus splendide, n'est-ce pas? Bien évidemment, les deux termes importants sont la barque et la lune. La métaphore de la barque pour la destinée humaine est ancienne et fort répandue dans la poésie japonaise. Il me suffira de vous donner ce poème plus que célèbre, n'est-ce pas? Yononaka o nani ni tatoem Asaborake Kogiyuku Fune no Ato no Shiranami. Un poème donc qui est consigné dans le Shui Wakasu, mais qui est de Samino Manze, n'est-ce pas, ce personnage religieux du début du 8e siècle, sur lequel on sait peu de choses. Et si je vous le donne ici, ce n'est pas pour le plaisir, enfin c'est pour le plaisir aussi, mais c'est aussi pour vous dire, ce Yononakao Nani ni Tatoen et les deux premiers vers constituent les deux premiers vers d'un poème de Dogen dans ce recueil Sancho Doe que nous sommes en train d'examiner, le poème 59, donc l'avant-dernier poème. Vous voyez que c'est aussi une place tout à fait centrale. Et donc la barque comme pour la condition humaine, l'homme donc, et nous n'aurons même pas à rappeler que la lune est métaphore à la fois de la pensée et du Bouddha, vous le savez tous. Vagues et vents se comprennent aussi facilement comme métaphore des passions et des tourments de la vie humaine. Comme le soulignent certains commentateurs, le terme steobune, vous voyez, nous avions tout à l'heure isteshi, et là maintenant nous avons steobune, qui pourrait apparaître comme négatif,
Si on le relie à la locution Shinjin Datsudaku, donc le dépouillement du corps et de l'esprit, le leitmotiv de toute la pratique religieuse de Dogen, n'est-ce pas, ce sont les mots attribués à son maître chinois Zhou Jing, à partir duquel il a eu l'intellection, la compréhension, le satori. Donc cela pourrait en réalité suggérer la pensée libérée, avec Tsunaganu qui est délié, la pensée déliée. Vous avez le Kazemo Tsunaganu qui n'est pas relié au vent, mais la barque elle-même est déliée, n'est-ce pas? Mais on a bien l'impression ici que la première partie fait contraste avec la seconde. Dans la seconde partie, la mention de la minuit, comme nous avons vu tout à l'heure, je vous ai parlé du passage en Nirvana, c'est le Yowa, n'est-ce pas, c'est Yonaka, c'est l'heure à laquelle le Bouddha est entré en Nirvana, le 15e jour du 2e mois. Et cela ne peut qu'attirer notre attention sur le poème suivant, qui sera Nehan Myoshin, la pensée subtile du Nirvana. Ici aussi, donc, comme dans la paire poétique de tout à l'heure, les deux poèmes sont à lire ensemble, et le terme de Yowa, la minuit, annonce le poème suivant. Il faut donc que nous le lisions avant de comprendre le sens de ce couple poétique. Mentionnons auparavant, malgré tout, le poème 21 de ce même recueil, qui nous paraît utile à avoir à l'esprit, en ce qu'il reprend certaines images, cette fois pour illustrer le zazen, n'est-ce pas, la méditation assise, une petite série de 4 poèmes, dont je vous donne celui-ci qui est très symptomatique, puisqu'on y retrouve les mêmes images. Nigori naki, kokoro no mizu ni sumutsuki wa, nami mo kudakete, hikari to zonaru. La lune qui pure demeure, sumu, n'est-ce pas, être purifié et demeurer, vous le savez. L'eau qui pure demeure dans l'eau sans souillure, nigori naki. Kokoro no, et le nigori naki s'applique en général à kokoro, n'est-ce pas, c'est le cœur qui est... Donc la lune qui pure demeure dans l'eau sans souillure de notre cœur. Les vagues même qui s'y brisent deviennent lumière. Nous retrouvons les vagues des passions qui sont sublimées dans la pensée en méditation et viennent même la nourrir. En reprenant la phraséologie traditionnelle, Dogen change quelque peu la vision de la méditation. D'ordinaire, la lune vient se fragmenter sur les vagues. Ici, elle les domine d'une lumière perpétuelle, ce qui nous donne une idée de l'atmosphère dans laquelle il a composé ce premier poème, donc Shobo Genzo. Après ce bref détour, revenons au second poème, consacré à la subtile ou sublime pensée de l'extinction, Nehan Myoshin, que nous traduirons dans un poème que nous traduirons ainsi. Itsumo tada waga furusato no hana nareba, iro mo kawarazu sugishi harukana. Je traduis ainsi. Puisque c'est la fleur, seule et à tout jamais de notre village natal, ou mon village natal. Les printemps ont passé sans que changent les couleurs. Le terme de furusato, le lieu où l'on s'en retourne à la fin de sa vie, n'est-ce pas, ou bien où l'on aspire à s'en retourner, l'ultime et éternel village natal est évidemment métaphore du nirvana, c'est quelque chose qu'on voit souvent. La fleur en question, compte tenu du thème des deux poèmes, est sans aucun doute la fleur brandie par le Bouddha dans cette citation ou cette pseudo-citation scripturaire. Cette fleur qui ne change pas ne peut donc être que celle de la loi correcte, Shobo, renvoyant ainsi au poème précédent, puisque la fleur, c'est toujours Nori no Hana, la fleur de la loi. Nous voyons donc comme précédemment le nirvana explicité dans le premier poème, alors que la citation concerne le second, et la loi correcte expliquée, alors que la citation du premier poème concerne le second poème, et la loi correcte explicitée dans le second poème, alors que la citation concerne le premier. Dogen semble se délecter de ces chiasmes, qui nous semblent correspondre effectivement, sous une forme très contenue ici, à ces permutations combinatoires bien plus audacieuses auxquelles il se livre dans les sermons du Shobo Genzo. Et bien évidemment, si l'on admet avec certains commentateurs que Steobune est effectivement une allusion à Shinjin Datsudaku, le dépouillement du corps et de l'esprit, on se retrouverait dans une véritable transposition poétique de plusieurs passages que nous avons vus,
où les 3 syntagmes sont mentionnés soit par Dogen, soit par ses successeurs. Il n'est pas non plus anodin que le 5e poème de la série, qui est le 6e du recueil, soit celui qui illustre la face originelle et que nous avons lu plusieurs fois. Je vous le donne simplement pour mémoire, je ne reviens pas dessus, nous l'avons trop souvent vu, n'est-ce pas? Haru wa hana, natsu hototogisu, aki wa tsuki, fuyu yuki saete, tsushikari keri. N'est-ce pas? Les 4 saisons, avec chacune leur prérogative, n'est-ce pas? La fleur du printemps, le coucou de l'été, la lune de l'automne que nous venons de voir, et la neige de l'hiver. Bien entendu, une fois remis dans le contexte de cette série, nous apercevons ce que nous ne pouvons pas voir lorsque ce poème, si souvent cité, l'est cité de façon entièrement indépendante. Nous voyons qu'il reprend les termes de fleurs et de printemps du poème précédent. Il est lié. En réalité, c'est un enchaînement. Ça ne peut pas être le fait du hasard, sans compter que la neige, on s'en souvient, est pour ainsi dire la neige tombée sur un pied d'épaisseur, est pour ainsi dire la cause du recueil, puisque ce sont les circonstances décrites par le premier poème. Le 6e poème du recueil nous donne l'occasion d'aborder un dogme que nous n'aurons pas eu l'occasion d'exposer plus en détail dans cette trop courte revue de l'univers de Dogen. C'est le 6e poème et le 7e poème du recueil. Il s'agit en réalité de l'un des dogmes les plus importants du bouddhisme en général et l'un des motifs d'échange et de questions et réponses, n'est-ce pas, les mondos du zen, les dialogues du zen, répétés sous des formes sans cesse réélaborées dans la littérature chan chinoise. C'est le dogme de l'identité, de la pensée et du Bouddha, que l'on pourrait traduire plus littéralement par quelque chose comme l'immédiateté entre pensée et Bouddha. Immédiateté pris au sens spatial. Ce soku, n'est-ce pas? L'une des plus anciennes occurrences de soku, c'est pour parler de mur mitoyen, un mur qui touche l'autre, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extrêmement concret. Ce dogme est souvent nommé généralement Sokushin Zebutsu. Ici, on a Sokushin Sokubutsu. Mais la formulation reprise par Dogen est plus courante chez lui donc que le Sokushin Zebutsu. Donc c'est l'immédiateté de nature entre pensée et Bouddha, ou l'identité de nature entre pensée et Bouddha. L'immédiateté, c'est-à-dire que l'une est parfaitement collée, on pourrait dire, collée à l'autre. Je vous passe ce qu'on pourrait dire sur ce soku comme signe d'identité, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir ici, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons déjà évoqué la phrase du Sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, que je vous donne ici en premier, n'est-ce pas, sur la non-discrimination, musabetsu, l'absence de différenciation, entre Shin, Butsu, Shujo, n'est-ce pas? Shin, Butsu, Oyobini, Shujo, kono Mitsu, wa kono Mitsu ni Sabetsu Nashi. La pensée, le Bouddha et les êtres, il n'y a pas de différenciation entre ces 3 entités. C'est sur cette pensée profondément inspirante que Dogen compose ce poème. Oshidoriya, kamome tomo mata, mie wakanu, il y a supprimer un « et », n'est-ce pas? Mie wakanu, tatsudu namimani, uki shizumu kana. Alors, il y a, le poème, du point de vue textuel, est un peu compliqué. Je vous donne cette variante, je vous donne ce texte-ci qui est le plus convenable, et surtout que c'est compliqué du point de vue des mots, mais il n'y a pas de variante significative pour le sens. Donc, ça sera très bien comme cela, n'est-ce pas? Alors, est-ce un canard mandarin? Il faudrait dire d'ailleurs des canards mandarins, parce que Oshidori, en principe, ça va par 2, n'est-ce pas? Est-ce un canard mandarin? Est-ce canard mandarin ou encore une mouette?
On ne peut au regard le distinguer, comme il plonge et ressurgit parmi les vagues qui se dressent. On pourrait aussi traduire par qu'il soulève. D'ailleurs, ça serait plus grammaticalement correct, mais bon, je laisse parmi les vagues qui se dressent. Et ça nous emmènerait un peu loin. On a vu la métaphore des vagues et de l'esprit. Ici, au regard de Dogen, l'esprit prend la forme du canard mandarin ou de la mouette selon le point de vue, sans que l'on puisse le définir davantage. Encore une fois, les vagues sont les passions qui perturbent l'esprit. Or, le canard mandarin, est-il besoin de le rappeler, ne vit qu'en couple. Vous savez qu'en japonais moderne encore, Oshidori Fufu, n'est-ce pas, ce sont c'est un couple de personnes inséparables. Mais alors, de quel couple est-il ici métaphore? On pourrait évidemment penser qu'il s'agit du corps et de l'esprit, Shinjin, ce qui n'est pas du tout à négliger. Mais le thème même du poème, Sokushin Sokubutsu, et la proximité immédiate suggérée par le caractère soku, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté spatial, ici, et pas seulement de conséquences, ne peut nous mener à conclure qu'il s'agit du couple pensée-Bouddha. Donc, Shimbutsu, la pensée et le Bouddha, ce sont des canards mandarins. Cette identité foncière n'apparaît que lors des intermèdes entre les vagues des passions nami-ma, les intervalles entre les vagues. La blancheur de la mouette, soulignée dans la variante Shiranami, que je n'ai pas donnée ici, mais qui existe aussi, et qui clôt l'une des versions du poème, doit aussi se référer au caractère immaculé, nous l'avons vu tout à l'heure, Nigori Naki Kokoro, de la nature de Bouddha, présente au plus profond de la pensée. Donc vous voyez une très belle illustration de ce Sokushin Sokubutsu. Et nous voyons dans le poème suivant, le 7e de la série et le 8e du recueil, vous voyez encore une fois l'enchaînement, les poèmes se tiennent les uns les autres, une métaphore aviaire dont le mouvement même rappelle le précédent. Il est fait sur une citation du Sutra du Diamant, le Kongokyo, n'est-ce pas, la Vajrachedika. Le Vajrachedika, Prajnaparamita Sutra, comme je vous le donne en titre. Alors la citation, elle est extrêmement connue, n'est-ce pas? Vous la voyez dans les Kakejiku reprenant des phrases zen. Alors, Omushoju Nishogoshin. Il faut le sono kokoro doit être prononcé non pas Kishin, mais Goshin. Je passe sur le contexte. Je vous traduis ainsi, c'est sans y demeurer que l'on doit concevoir cette pensée. Et Dogen nous redit en une vignette assez pittoresque, Mizudori. Là aussi difficile de traduire Mizudori, je traduirai de façon générique. Mizudori no yukumo kaerumo atotaete saredomo michi wa wasurezari kari. Les oiseaux aquatiques, Mizudori, sont en général souvent pris comme au sens d'un échassier, des échassiers, n'est-ce pas? Ce qui peut nous aider à préciser l'image. Les oiseaux aquatiques qui vont et viennent ne laissent aucune trace, et pourtant, de leur chemin, ils n'oublient rien. Il ne semble pas y avoir de sens profondément caché dans ce poème, dont on peut cependant se demander s'il parle d'échassiers qui vont et viennent dans l'eau ou d'oiseaux migrateurs volant dans le ciel, un thème qui est plus souvent répété dans la poésie chinoise et japonaise. Je pense pour l'échassier cheminant dans l'eau. La citation du Sutra du Diamant est fort importante dans le Chan. Elle a été à l'origine de moines illustres et est inlassablement répétée dans les calligraphies. La relation entre la non-demeure, n'est-ce pas, muju, n'est-ce pas, sumutokoro nashi, et les traces disparues, atotaete, est certes évidente, mais l'on voit qu'en insistant sur le non-oubli de la voix, Dogen rappelle que le pratiquant a, si je puis dire, une obligation de résultat, et que même dans les occupations mondaines, rappelées dans le syntagme yukumo kaerumo, n'est-ce pas, c'est orai, ce qui peut indiquer aussi agir dans le monde, il restera dans son intention finale, sans cependant s'attacher. N'insistons pas sur cette question fort importante dans le bouddhisme, il y a bien désir de la voix
comment le concilier avec l'esprit de non-demeure? Seul le Satori permet de résoudre le dilemme, et la réponse de Dogen, on la connaît bien sûr, c'est Shinjin Datsuraku, se dépouiller du corps et de la pensée. Voyons à présent le poème 8 de la série, le 9e du recueil, qui a ceci d'intéressant qu'il est composé sur une citation du Sutra du Lotus, le chapitre 19, les mérites du maître de la loi, Hoshikudoku, n'est-ce pas? Mais il s'agit d'une citation composite, dont seule la première partie se réfère sans doute possible au Lotus, alors que la seconde partie, curieusement, rappelle des termes utilisés par le grand maître de l'ésotérisme chinois, Yixing Ichigyo, n'est-ce pas, du 7e siècle, que nous avons déjà vu dans la généalogie intellectuelle de Kukai. Je ne reviens pas dessus, nous n'avons vraiment plus le temps. La citation se traduirait donc du corps, Bumosho Joshin, Sokusho Daikakui, du corps charnel engendré par ses parents. Ça, c'est la lettre du Sutra du Lotus. C'est la description de tous les pouvoirs surnaturels qu'aura le maître de loi qui aura transmis le Sutra du Lotus. Et toutes ces fonctions normales, c'est-à-dire d'être humain né charnellement, d'un corps de chair engendré par les parents, de tous ces organes tout à fait naturels, il fera des facultés de perception surnaturelles. Donc on voit que les deux parties de la citation ne s'emboîtent pas correctement, puisque ce sont l'un est du Sutra du Lotus et l'autre de quelque chose d'autre qu'on peut rapporter à Ichigyo. Enfin. Et donc ça ne s'emboîte pas correctement. Il faut remarquer que le Kenzeiki, d'ailleurs, ne donne que la première partie de la citation, ce qui peut faire penser que celle du Sancho Doe fut changée au cours des siècles. Mais bon, ce n'est peut-être pas si important que ça. Enfin, mais c'est le poème de Dogen qui est particulièrement intéressant. Tazuneiru, Miyama no oku no satozo moto, wanga sumi nareshi, ou ware sumi nareshi. Plutôt, il faut dire plutôt ware sumi nareshi. Excuse-moi, c'est pas wanga sumi nareshi, il faut dire ware sumi nareshi. Alors, ware sumi nareshi, miyako narikeru. Encore que la lecture de Wagan ne soit pas impossible si on le fait rapporter à Miyako. Enfin, bon. Mais lisez plutôt ware. Donc, le village. Alors, comme il y a ware, mais je vous ai déjà parlé du ware dans la poésie japonaise, n'est-ce pas? Et c'est une triple dimension. Le ware, lorsque c'est un poème bouddhique, n'est-ce pas? Lorsque c'est un poème à thème bouddhique japonais, le ware peut indiquer le Bouddha, il indique le poète et il indique les croyants bouddhiques, les pratiquants. Il y a toujours une triple dimension. Parce qu'évidemment, si c'est le poète qui parle, il n'y a pas besoin de dire ware, vous le savez. Donc, le village dans lequel, au profond des montagnes, je pénétrais au passé simple, était la capitale où jadis j'avais passé mes jours. Sugishi, n'est-ce pas? Suminareshi, c'est-à-dire où j'étais habitué à demeurer, littéralement. Que je traduis par j'avais passé mes jours. On peut retrouver dans ce poème, comme le disent certains commentateurs, un faible écho de la parabole de l'enfant prodigue du Shingehon, du chapitre 4 du Sutra du Lotus, n'est-ce pas, croire et comprendre. Je ne vous reparle pas de cette parabole. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que la citation a été augmentée des mots grand état d'éveil, daikakui. Ce n'est pas impossible. Mais la correspondance entre Sato et Miyako, donc d'une part le village et d'autre part Miyako, la capitale, qui fait donc contraste, mais nous avons vu tout à l'heure Furusato, le village natal qui pouvait indiquer le nirvana, mais ici, dans ce contexte, indique bien que nous sommes dans le même registre que dans le poème sur Sokushin Sokubutsu, n'est-ce pas? L'immédiateté entre la pensée et le Bouddha. Sato, c'est ici la demeure humaine, et Miyako, c'est la splendide capitale de l'éveil bouddhique. Seul le regard porté sur soi-même par le pratiquant, selon qu'il est ou non obscurci par les passions, permet de distinguer son état originel, naturellement libéré. Et vous voyez encore qu'il y a
qu'il est dans la suite de Sokushin Sokubutsu. Le village est l'état du pratiquant soumis aux manœuvres expédientielles du petit véhicule. La capitale, elle, bien sûr, c'est une métaphore qui parle d'elle-même. Le poème suivant, le 9e de la série et le 10e du recueil, mérite aussi d'être lu car il complète celui que nous venons de voir d'une façon très impressionnante. La citation se retrouve dans le sermon du Shobogenzo sur l'aspect réel des entités, n'est-ce pas, le Shohojiso. Je n'insiste pas dessus. Enfin, c'est donc un moine zen chinois, Changsha, n'est-ce pas, Chosa, qui dit Jinjippo Kai, Shinji Sunitai, Jinjippo Kai, Jiko Komiori. Donc, nous avons ici, donc, en épuisant les mondes des 10 orients, des 10 directions, c'est une personnalité nintai. Alors, je n'ai pas le temps de développer. Ici, il faut le prendre au sens d'individu, hein, un homme concret et pas une substance. Mais c'est une personnalité nintai réelle, Shinjitsu. Et dans ces mêmes 10 orients, Jiko Komiori, nous sommes baignés dans la lumière individuelle, dans notre propre lumière. Alors vous voyez qu'il y a ici une adéquation entre le Shinjitsu Nittai et le Jikokomyo, qui est l'éclairage de la pensée éveillée. Mais la citation qui est donnée ici est simplifiée, c'est celle qui figure à la 2e ligne, qui est simplement donc une personne réelle dans l'ensemble des mondes des 10 orients. La partie sur la lumière propre à cet individu, c'est peut-être le même d'ailleurs, est ici supprimée. On ne peut cependant s'empêcher de penser que Dogen l'a en réalité reproduite dans le Shimonoku, dans la seconde partie du poème que je vais vous donner. Et surtout, il est bien entendu que la notion même d'homme vrai, vous voyez, Shinjitsu Nintai, une personnalité réelle, est traduite en japonais par Makoto no Shito. Et si l'on réécrit Makoto no Shito en chinois, on a Shinjin, l'homme vrai, l'homme véritable, qui est, si vous voulez, l'équivalent du bodhisattva dans le bouddhisme, c'est l'équivalent c'est l'étape, tout à l'heure nous avions le Daikakui, n'est-ce pas, l'état de grand éveil ou le grand état d'éveil, c'est à ce niveau que peut aller l'homme dans le taoïsme, c'est-à-dire que c'est une notion taoïste. Et on ne peut donc s'empêcher de penser au taoïsme. Ce ne serait pas la première fois que Dogen fait allusion au taoïsme. Nous avons vu les résidences d'immortels, par exemple. Et dans ce recueil même, dans les 60 poèmes de ce recueil, il y a une référence indiscutable à Chuang-Tzu, sur laquelle je ne peux malheureusement pas revenir. Mais elle n'est pas spécifique, enfin, elle est souvent utilisée dans la littérature japonaise, puisqu'elle se retrouve jusqu'à chez Ihara Saikaku. Mais quand même, c'est une référence à Chuang-Tzu. Donc, le taoïsme n'est pas éloigné. Et puis, lorsque Dogen est allé en Chine, il aura eu du mal à se trouver non contaminé par le taoïsme. Voici en tout cas le poème Yononaka ni, voyez, Makoto no Shitoya. Yononaka ni Makoto no Shitoya nakarurama, kagiri mo mienu ozora no iru. Ozora, taiku, bien sûr. Le vaste ciel, mais c'est aussi la grande vacuité. En ce monde, n'y aurait-il nul homme véritable, dans la couleur du ciel, aux limites, hors de la vue? L'homme vrai, qui se trouvera forcément sous l'infini du ciel, est celui dont la nature, depuis toujours, est la capitale qu'il a retrouvée par la pratique. Vous voyez l'accord entre les deux poèmes. Et évidemment, Taiku no Ido. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se retrouve dans le dialogue avec Heidegger. C'est étonnant de voir la pérennité de ces concepts. Taiku no Ido, vous voyez que c'est presque un oxymore. Ku, c'est la vacuité. Ido, c'est shiki. C'est-à-dire le visible. Et vous avez ici les deux termes bien connus du Sutra du cœur, n'est-ce pas? Shiki sokuze ku, ku sokuze shiki. Le visible que nous avons sous les yeux est de sa nature vide, mais cette nature vide est revenue dans le visible.
et l'homme véritable, c'est celui qui peut accéder aux deux dimensions. Nous arrêterons ici, en limitant notre enquête à une dizaine de poèmes sur 60, suffisamment pour constater que Dogen s'est plié aux usages du shakkyoka, de la poésie à thème bouddhique japonais, d'une façon que nous pourrions trouver inattendue. On ne peut en effet qu'être surpris de sa mesure dans le chemin du waka qu'il accepte de suivre en conformité avec ses prédécesseurs, et avec Jien notamment. Alors que les poètes chinois qu'il composait en même temps rompaient de plein fouet avec la tradition poétique chinoise au Japon. On a l'impression qu'il osait se montrer novateur en chinois parce qu'il respectait pleinement les canons de la poésie japonaise traditionnelle. Ce contraste entre les deux langues, qui fait que Dogen était et reste encore certainement plus abordable pour ses compatriotes dans sa poésie japonaise, est une illustration remarquable de la diglossie du zen japonais. Ce n'est que bien plus tard, à l'époque d'Edo, et notamment avec le haïku, que l'on trouvera une expression typiquement zen de langue japonaise. Il nous reste maintenant à conclure cette année, et c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie de votre attention.